Et nous démarrons cette émission avec vos chroniqueurs habituels. Nina Penda Faye, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Mohamed El Habib Ndiaye. Bonsoir Kémy Seba. Bonsoir. Docteur en sciences politiques, il est enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis depuis 2004. Il vient de publier aux éditions Réussir l'ouvrage « Mauvaise ambiance démocratique ». Nous avons le plaisir de recevoir ce soir M. Ibrahima Silla. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur Silla. Je crois que vous êtes docteur, vous êtes bien docteur en sciences politiques et vous enseignez à l'université Gaston Berger depuis 2004. Je crois que vous êtes venu aujourd'hui nous présenter votre ouvrage Mauvaise ambiance démocratique. D'accord. Je crois que c'est votre deuxième ouvrage, n'est-ce pas? On va dire le troisième. Le troisième. Le troisième. D'accord. Parce qu'il y a un ouvrage également qu'on vous connaît, véritablement c'est communiquer en politique, l'art de cours et dans des cours. Je crois que vous étiez même venu le présenter sur le plateau du grand rendez-vous. Voilà. Pour cette fois-ci, donc, vous êtes venu nous parler un peu des mauvaises ambiances démocratiques qui ont accompagné, si on peut le dire ainsi, l'année électorale 2012, année donc présidentielle. Et dans ce sillage-là, je crois que ce livre est donc une compilation un peu des textes que vous avez eu à publier dans le magazine Réussir et que vous avez donc repris, corrigé pour nous le présenter sous forme de condensé. Je crois que la première chose qui frappe à la lecture de cet ouvrage-là, c'est un peu son style. Vous avez choisi un style, un récit assez libertaire, on peut le dire ainsi, et donc qui est une suite de textes fragmentés, peut-être interdépendants, mais souvent pas forcément liés, en tout cas pour relater cette année électorale-là fort en événement. Ça a été un choix délibéré comme ça? Oui, d'abord merci pour cette invitation. Il était important de revenir sur les élections de 2012 au Sénégal, la présidentielle, parce que pour la première fois, je dirais, le Sénégal avait atteint un point dans la violence extrêmement grave. Et il fallait ne pas oublier. Je me suis dit, après cette épreuve vécue par les Sénégalais, il fallait écrire, revenir sur ces événements sans pour autant recourir à une rhétorique de la complexité. Il fallait nécessairement procéder à une rhétorique de la simplicité pour expliquer un peu ce qui s'était passé. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, écoutez, je vais essayer d'utiliser un discours qui n'est pas un discours académique, savoir académique avec des auteurs que j'aurais pu convoquer. Je me suis dit qu'il y a pas mal de collègues qui écrivent sur la démocratie. Il y a d'excellents ouvrages écrits par des auteurs sénégalais, je ne vais pas en citer, mais soit je me conforme à cette tradition universitaire, soit je recours à une rhétorique de la simplicité pour ne pas rendre le texte hermétique. L'objectif, c'était de dire, écoutez, voilà ce que nous avons vécu. Il faut que les gens qui vont lire ce livre-là puissent comprendre qu'il y a quelque chose de grave qu'on a vécu au Sénégal. Et c'était un appel, quelque part, pour ne pas oublier qu'il y a eu des morts. Le Sénégal se targue souvent d'être un bon exemple en démocratie. L'on déplore le nombre de morts qu'il y a lors des échéances électorales. Et ça, c'est inadmissible. C'est comme si nous ne pouvions pas organiser des élections au Sénégal sans qu'il y ait de la violence, sans que nous ayons à vivre cette mauvaise ambiance démocratique. Parce qu'on peut penser que la démocratie, dans son achèvement, dans son point le plus, dans sa plénitude, dans son développement ultime, doit nous ramener à pouvoir exprimer nos choix électoraux sans pour autant recourir à la violence. Je constate, pour mieux le déplorer avec pas mal d'observateurs, que souvent au moment des échéances électorales, on assiste à une telle violence qu'il faut nécessairement dénoncer cette violence. Donc, soit je recours à une rhétorique extrêmement compliquée, savoir académique, universitaire, avec des auteurs, et que le texte est lourd, et pratiquement le texte serait interdit d'entrer pour ceux qui ne sont pas initiés, soit je recours à une rhétorique de la simplicité pour dire au peuple, à des gens. D'ailleurs, ce qui est contradictoire dans ce livre, quelqu'un m'a dit, mais quand j'ai lu le livre, je me suis mis à sourire. Vous racontez des choses graves dans un style poétique et les gens sourient. Et c'est la raison pour laquelle je dis que, quelque part, dire bellement la douleur participe de son authenticité. Il est très stratège parce qu'il dit les critiques à notre place. Il est très fort. Je sais que vous avez plus d'un tour dans vos sacs et que vous n'en manquerez pas d'en sortir d'autres. Donc j'attends les critiques. Très bien, on va y arriver très bientôt.
Donc, monsieur Sylla, voilà. Donc, ça a été pour vous peut-être un peu une histoire d'être beaucoup plus accessible par rapport à un certain public. Nous le savons, vous êtes docteur en sciences politiques, vous le dites. Dans ce livre-là, quand même, je veux dire, si on ne connaît pas un petit peu cet aspect de votre personne, on pourrait peut-être ne pas, en tout cas, ne pas le penser, quoi. De façon très simple. On dirait un simple citoyen, un observateur. Voilà. D'accord, mais je dois rappeler je dois préciser que celui qui a préfacé le livre, Baïda Wade, qui est le directeur de la publication de magazine de Réussir, y est pour quelque chose. Il m'avait demandé de faire des chroniques sur 12 mois pour revenir sur les élections. Les premiers textes, je lui ai envoyé les premiers textes, il m'a dit, Ibrahim, personne ne va te comprendre, c'est un savoir entre universitaires, faites-vous plaisir, dites-vous des concepts, etc. Ici, on veut du concret. C'est le magazine sur, on veut avoir un langage accessible au grand public. Et quelque part, il m'a aidé. Le danger de cette attitude intellectuelle qui consiste à écrire comme des journalistes, c'est que finalement, on va vous prendre à l'université pour un journaliste et chez les journalistes pour un universitaire. Ce qui fait que je fais partie de ces intellectuels qui sont universitaires chez les journalistes et journalistes chez les universitaires. Et ce n'est pas plus mal. Dès que c'est bien, on peut disserter, on peut raconter la science politique, la légitimité démocratique, convoquer Tocqueville, Max Weber, ce que je fais en amphi. J'abuse de Weber, tout cela. Mais pour le peuple sénégalais, pour les Africains qui voudraient lire, comprendre la dynamique des élections, est-il important de faire compliqué pour apparaître dense? Il n'est pas nécessaire de faire compliqué ou d'apparaître compliqué pour dire je suis dense, j'utilise des mots, des concepts. Ce que j'ai fait lors du premier livre, communiquer en politique. Beaucoup de gens s'attendaient à ce que je raconte comment communiquer en politique pour trouver des astuces pour se lancer en politique. Finalement, ils vont découvrir que ce n'est pas un livre qui aide à mieux communiquer. Je raconte l'histoire de la communication politique. J'essaie de conceptualiser en repartant du concret que nous vivons la communication politique pour essayer de ramener ça à un degré d'abstraction, ce que j'avais fait dans l'autre livre. Et beaucoup de gens n'ont pas compris. Pourquoi toutes ces citations? Pourquoi Max Weber? Pourquoi Machiavel? Pourquoi tous ces auteurs européens? Fais-nous du Sénégalais, de l'Africain. Je me suis dit, bon, c'est pas pour me rattraper dans ce livre, mais ce livre, comme beaucoup de gens, quand ils regardent la couverture, ils pensent que c'est un appel à la violence ou à la désobéissance civile ou dans l'art même de faire des manifestations. Non, c'est pas tout ça. C'est un appel au calme. Je lance un appel au Sénégal en disant, voilà ce que nous avons vécu en 2012. Notre narcissisme démocratique nous pousse à dire partout nous sommes des exemples en Afrique, dans le monde. D'ailleurs, à tel point qu'on a pensé qu'on méritait la visite de Barack Obama. Je dis, c'est totalement faux. Absolument. Je vais saluer la démocratie sénégalaise, même s'il y a des signes rassurants, mais pour moi qui me paraissent insatisfaisants de maturité démocratique, il ne demeure pas moins qu'il y a une perversité politique de la part des acteurs qui méritent d'être soulignée. Le jour où l'on assistera à des élections zéro mort, je serai le premier à applaudir. Je suis contre les hommes politiques qui utilisent des lutteurs payés 15 000 francs, qui font se faire massacrer. Ça, c'est l'exemple. C'est la vie politique sénégalaise. On a tué le vice-président du Conseil constitutionnel, on a tué des lutteurs, on a tué des gens. Il ne se passe pas une seule élection au Sénégal sans qu'il y ait des bagarres, sans qu'un parti envoie d'autres nervis aller saboter la campagne électorale. Conséquence, on assiste à des campagnes électorales sans débat. La pédagogie du débat, échange de vision, échange de programme. Conséquence néfaste, finalement, on propulse à la tête de nos États, on propulse à la tête de nos gouvernements des gens qui n'ont pas de programme, qui n'ont pas de vision, parce que tout simplement, ils ne les ont pas présentés aux Sénégalais. Il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu cet échange de vision, de programme, d'horizon, de projection. Et finalement, les Sénégalais découvrent, et même peut-être en Afrique d'autres pays, découvrent que finalement, en l'absence de débat, la nature ayant horreur du vide, on met à la tête de nos États des gens qui ne sont ni irréprochables ni exceptionnels. Tout simplement. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'on peut dire que ça a été le cas pour cette élection-là? Ça a été le cas. 2012? Certains vont me qualifier de détracteur du régime. Je dis, je suis désolé. Ils revendiquent leur légitimité partout. Ils crient leur 65%. Je fais partie de ceux qui disent que vous auriez dû avoir, comment dire, le triomphe modeste. C'était une élection exceptionnelle. On a assisté à quoi? Des partis politiques unis pour contester la candidature de Wade, pour contester la légalité et qui ont manifesté contre le Conseil constitutionnel. Et ces mêmes gens se lèvent pour dire que malgré tout, finalement, on a gagné. Même si le match a été truqué, il y avait un joueur de plus sur le terrain.
En fin de compte, on a gagné et on oublie le passé, on oublie les morts, on oublie et ils se vantent, ils se targuent de cette légitimité en oubliant que malgré tout, le fait qu'on a assisté à une campagne électorale extrêmement trouble a poussé certains Sénégalais à prendre leur distance par rapport à la vie politique, par rapport à ces élections. Résultat, on a eu presque 48% de taux d'abstention. Le Sénégal compte 5 millions à peu près d'électeurs. Il y a 5 millions à peu près de Sénégalais inscrits sur les listes électorales. Sur les 5 millions à peu près, il y a eu 2 millions et quelques qui ont voté. 48% de taux d'abstention. Ça veut dire un Sénégalais sur deux. Macky Sall a eu 25% au premier tour. Abdoulaye Wade 35%. 25%, ça correspond à quoi? À 700 000 voix. Abdoulaye Wade à peu près 900. Abdoulaye Wade avait 1 million d'ailleurs 900 000 voix au premier tour en 2007. C'est pour cela quand les gens, les partisans de Macky Sall disent on n'a jamais vu un président élu avec 65%, avec autant de en valeur absolue, en valeur relative, en taux d'abstention. Sur quoi? Vous le dites pour lui faire plaisir. Détrompez-vous. C'était une élection exceptionnelle, des circonstances exceptionnelles qui ont fait qu'il fallait quelqu'un au deuxième tour, les gens se sont réunis. Et je rappelle les gens même qui se sont réunis, qui ont contesté, c'est pour dire toute la perversité politique qui caractérise notre classe politique. C'était les mêmes personnes qui, en 2007, contestaient les résultats électoraux, qui ont voté l'Assemblée nationale en 2007. C'est ces gens-là. Je le rappelle souvent que c'était Macky Sall qui était directeur de campagne d'Abdoulaye Wade. L'élection qu'ils ont contestée et qui les a poussés à aller vers Benno Siggil Sénégal, à faire des assises, à faire tout cela, à retrouver un souffle politique à travers les assises, c'était de la faute de ces gens-là avec qui vous êtes aujourd'hui. Et vous nous parlez de légitimité. Et on a cette cas. C'est pour ça, dans ce livre, je reviens avec mon style, un peu poétique. Je joue sur les mots. C'est quelque part volontaire, c'est délibéré. C'est pas pour anticiper la critique parce que je sais qu'on va me... Ça va venir. Mais ça va venir. Et donc, pour moi, c'était important de recourir à ce discours-là pour dire aux hommes politiques, il faut respecter le peuple. Il faut respecter, au-delà du Sénégal. Effectivement, il y a cette maturité démocratique. La maturité démocratique ne s'arrête pas aux procédures et aux processus mis en place pour accéder au vote. Effectivement, le Sénégal a fait d'énormes progrès démocratiques qui méritent d'être soulignés. Des signes rassurants de démocratie, de maturité démocratique ont été donnés. Ça se voit à travers, par exemple, le suffrage universel, qui était censitaire à un moment. Et on a vu que maintenant le suffrage s'est étendu et même les militaires votent depuis 2006 ou 2007. Exactement. On a vu effectivement le fichier électoral, tant bien que mal, c'est quelque chose de... Donc, par rapport aux normes, par rapport au contexte, par rapport à l'organisation des élections, on a mis en place toute une série de réseaux, d'organisations, de structures, d'institutions pour encadrer la démocratie sénégalaise. Et là, on peut applaudir et dire que résultat positif de tout cela, on a pu faire l'alternance une fois, l'alternance deux fois, et que tant bien que mal, il y a une maturité qui est en route. Mais il ne faut pas tout de suite applaudir et dire que ça y est. Il y a encore d'énormes efforts à faire sur le plan démocratique. Et j'espère que je devrais dire. Et c'est là où la démocratie sénégalaise, entre guillemets, est un couple à double tranchant pratiquement. D'une part, vous avez une maturité démocratique et des signes rassurants de démocratie. Et d'autre part, vous avez une perversité de la part des hommes politiques que l'on voit, aussi bien dans la manière de conquérir le pouvoir que dans la manière d'exercer le pouvoir. On voit cette perversité qui doit être dénoncer et c'est l'objectif de ce livre. Par exemple, on voit souvent que par rapport à nos élections, c'est toujours peut-être les candidats les mieux nantis qui souvent les remportent ces élections-là. Est-ce que ça rentre aussi dans ce cas? L'argent est le nerf de la guerre, malheureusement en politique, l'argent est le nerf de la guerre. Et ce n'est pas seulement le cas du Sénégal. Obama a dépensé plus que McCain et tous les autres. Et si on regarde en France, pareil, partout où des hommes... Et c'est ça qui est dangereux. C'est pour ça que quand on nous parle de démocratie, c'est quelquefois, je dis que c'est le peuple. Souvent, on nous vend des mythes. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le peuple est abandonné. Ils ne se foutent pas mal du peuple. Le peuple n'est pas leur préoccupation, comment dire, prioritaire. Et on se rend compte que finalement, l'argent, effectivement, est le nerf de la guerre. On le voit déjà à travers les locales, que j'observe bien. Qu'est-ce que je vois dans le quartier que je connais? J'ai grandi fan, amitié, point. Il y a des hommes politiques qui appartiennent à des appareils de parti qui cherchent une base politique. Comment ils procèdent? Ils procèdent, je les appelle même des procédés politiques. Proxénétisme électoral qui consiste le fait de chercher à acheter des consciences, à prostituer les esprits, à prostituer la volonté électorale
population. Mais c'est les populations qui l'acceptent également. Et c'est la raison pour laquelle moi je lance un appel. C'est pour ça que j'enlève ma casquette d'objectivité, parce que souvent les intellectuels, il n'est pas objectif, neutralité axiologique. Max Weber, je dis, bon, tout le monde a compris la neutralité axiologique. Quand la maison brûle, il faut arrêter avec la neutralité axiologique. Il faut tirer la sonnette d'alarme. Quand la maison brûle, on n'appelle pas l'architecte qui a dessiné la maison, on appelle les sapeurs-pompiers pour éteindre le feu. Et je voudrais faire partie de ces gens-là pour dire aux populations, ne vous laissez pas acheter vos consciences. Vous valez plus qu'un sac de riz. Vous valez plus que 5 kilos de riz. Quelqu'un qui vient, qui vous donne un sac de riz et qui vous donne 2000 francs. Moi, je serai dans un jeu. C'est une insulte à ma liberté, à ma citoyenneté. On est passé d'une culture politique de suggestion où on est sujet du roi à une culture politique de, à une certaine citoyenneté. Culture politique fondée sur la participation politique. Ce qu'on appelle la démocratie participative, la représentation. Les élus doivent respecter les populations. Ils doivent arrêter de procéder comme ils l'ont toujours procédé dans l'histoire du Sénégal. Les élections arrivent, on le voit dans les quartiers. Ils arrivent avec des sacs de riz, des meetings, ils distribuent des billets, etc. Et vous avez le pire qui m'énerve, vous avez les directeurs de société nationales qui doivent être là pour la population, pour les citoyens, qui sont là sur le champ de combat, utilisant les deniers de l'État, parce que pour moi, ce qu'ils gagnent, ils le réinvestissent dans les quartiers pour acheter des consciences. Au lieu de s'occuper des grandes entreprises qu'on leur a confiées pour développer le pays, ils sont sur le terrain politique. Et c'est ça, ça pose la question fondamentale, antidémocratique, du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Le fait du prince, qui est là, qui dégomme, qui nomme, qui a 300 à 400, voire 500 emplois, haute fonction publique, militaire, les recteurs d'université, directeurs de cours, etc., toutes les sociétés nationales, entre les mains d'un seul homme qui en fait ce qu'il veut, au mépris de la méritocratie, au mépris de toute compétence, et on raisonne comme si la représentativité était un principe supérieur au principe qu'est la compétence. Je pense que la méritocratie, le mérite, la compétence doit primer sur la représentativité. Le président... Une dernière interpellation avant de donner la parole à nos chroniqueurs. Vous avez développé des thématiques dans le livre, on peut en citer pêle-mêle quelques-unes, boucan en politique, néfaste, mauvaise tradition parlementaire, etc. Alors si on reste sur boucan en politique, à la page 21 de votre ouvrage, vous dites tout n'est pas politique, mais la politique finit par être en tout et dans tout. Vous dites que ce qui n'est pas politique par essence l'est finalement devenu essentiellement au Sénégal. Et non par accident, vous précisez. Donc vous citez le sport, le Magal de Touba, le Gamou de Tivaouane, les matchs de l'équipe nationale de football, les baptêmes, les mariages, les funérailles, la lutte traditionnelle, le Conseil constitutionnel, les inondations, l'âge et la santé du chef de l'État. Et vous revenez pour préciser tout. Est-ce là une certaine forme de vitalité démocratique ou une déviance sociétale même par rapport à l'aspect politique? J'appellerais ça une hypertrophie du politique. Il y a une hypertrophie du politique. La politique nous poursuit partout. Au stade, à l'université, les syndicats qui se politisent, étudiants comme enseignants, mais partout. Question de santé, partout dans le monde, dès qu'on parle de la santé du chef de l'État, finalement, ça devient un objet de discussion politique. Les affaires privées, tout ce qui relève du sport, regardez le sport, le parrainage, ça fait partie aussi des choses qui énervent. On écoute la radio, soirée ou parrainage, et on cite la liste, voilà. C'est comme si toutes les semaines, on citait les membres du gouvernement qui vont aller parrainer comme s'ils n'avaient pas autre chose à faire. Et la hypertrophie du politique. Et je dis que c'est ça, la politique est le pire. Tout, j'ai dit la santé, le sport, c'est Abdoulaye Wade, le Sénégal qui gagne. L'équipe nationale de football gagne, Abdoulaye Wade sort pour vibrer avec l'équipe nationale. Récupération politique, le Magal de Touba. Les hommes politiques défilent là-bas sans conviction religieuse, tout le monde le sait. Aucune conviction religieuse. Chaque fois qu'il y a des funérailles, des familles religieuses, tout ça, il faut arbrer son grand boubou, venir faire le bon talibé tidjane, venir faire le bon talibé mouride, sans pour autant... Ouais. Et ça, c'est un problématique. Et je dirais, pire, on assiste à quoi? On assiste à une présidentialisation du politique. Comme si tout était réduit au président de la République, qui gomme, qui dégomme. Et tout tourne pratiquement, même dans les médias, vous voyez, tout tourne autour. Présidentialisation du politique. Le politique, c'est plus que ça. Le politique... c'est l'idée d'un ordre indispensable à implanter dans la société. Cet ordre indispensable-là doit nous pousser à voir comment nuire contre le mal. Nuire contre le mal, c'est servir le bien. La politique est une œuvre de volonté et de décision. La volonté de servir le bien, la décision de nuire au mal. Je ne pense pas que les hommes politiques, je ne dirais pas tous nos hommes politiques, ce serait injuste
Il y a des hommes politiques qui essayent de faire tant bien que mal un certain nombre de choses qu'il faut saluer. Mais je reste quand même, encore une fois, très critique à leur égard, même si ça me pousse à sortir de cette traditionnelle objectivité scientifique dont on nous parle. Nina Pendefay. Merci Babacar. Je remercie M. Sylla et l'encourager et le féliciter pour le travail qu'il fait. Et moi, depuis tout à l'heure, je souris parce que on entend un discours qui est à la limite un discours de rupture avec tout ce qu'on entend depuis un certain temps. Et ce qui me choque un peu, c'est de voir comment les choses se passent et qu'on ait l'impression au Sénégal que tout va bien, que ça va. Alors que ça ne va pas du tout. Absolument pas. Quand on vous entend, on se rend compte que ça ne va pas. Il faut oser le dire. Mais avec vos mots, avec vos concepts, avec ce qu'on a vécu, c'est les faits. Vous revenez dans l'idée de la chronique. Et avant d'en arriver au livre en tant que tel, je ne sais pas, mais est-ce qu'aujourd'hui, et on le disait depuis longtemps, est-ce que nous sommes prêts réellement quand il s'agit de démocratie? Est-ce qu'il nous fallait entrer dans ce qu'on appelle la démocratie avec les grands concepts, avec tout ce qu'on en dit, le peuple est souverain, mais on a l'impression de ne pas vivre la démocratie du tout, M. Sylla. Oui. Tout d'abord. Est-ce qu'on est prêt? Sommes-nous prêts en Afrique ou au Sénégal à appliquer ce qu'on appelle réellement la démocratie? La démocratie. Parce que non, moi j'ai l'impression que c'est une tromperie. C'est une grosse tromperie, la démocratie. Comme le disait un politiste, la démocratie est le nom pompeux de quelque chose qui n'existe pas. Sauf que c'est le moins pire, comme le disait un auteur, je ne voudrais pas citer, qui disait que, je pense que c'est Churchill, qui disait que la démocratie c'est le moins pire de tous les régimes. C'est sous cet angle qu'on peut dire qu'en attendant d'avoir mieux. Et c'est sous cet angle-là discutable. Discutable. Il y a des tyrannies qui ont existé en Afrique, effectivement, qu'on ne peut pas tolérer. Il y a un autoritarisme fondé quelquefois sur des royautés qu'on ne peut pas accepter. La démocratie, il faut revenir peut-être sur des définitions. Quand on parle de démocratie, il y a peut-être 4 principes qu'on développe autour de l'idée de démocratie. Il y a la démocratie représentative. Il faut représenter. Il faut que le peuple soit représenté dans les instances de décision. Il y a ce qu'on appelle la démocratie participative. Il faut participer par les élections, mais aussi organiser des manifestations publiques. Ça fait partie de la démocratie, on l'appelle la démocratie participative. Il y a la démocratie délibérative. Prendre la parole, ce que je fais, écrire, dénoncer des choses, délibérer, participer, débattre. Il y a la démocratie limitative de plus en plus. Et il y a d'autres types de démocratie, mais surtout la démocratie limitative. C'est ce qui conduit aujourd'hui nos pays à limiter le nombre des mandats et la durée des mandats pour que les gens n'abusent pas des mandats et ne restent pas pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans comme on le voit en Afrique. Démocratie limitative, c'est là où il y a un problème en Afrique et plus particulièrement au Sénégal, c'est le principe du mandat exclusif. Moi, j'ai proposé au lendemain des élections, en 2012 déjà, j'ai dit que je serais favorable à un président avec un seul mandat. Il ne sera pas là à organiser l'élection prochaine en nommant des directeurs qui ne méritent pas, des gens peu compétents, tout simplement pour essayer de gagner des voix. On met un président pendant 6 ans, ça peut être 7 ans, et on lui demande merci. Un autre Sénégalais est compétent et pourrait prendre votre place. Il y a énormément de gens compétents dans ce pays qui sont intègres, qui sont exemplaires, mais qui n'ont pas la chance parce que tout simplement, ils n'ont peut-être pas l'argent, on ne leur donne pas de chance. Parce que la politique, c'est ça. Une minorité extrêmement bien organisée face à une majorité extrêmement désorganisée, désengagée. Et ils rentrent dans cette... Voilà. Il y a un problème. Démocratie pour revenir, moi je pense que je préfère vivre dans une culture politique démocratique où l'on me laissera la possibilité de parler. Dans certains régimes, je ne pourrais pas être sur un plateau de télé parler comme ça de nos élus. Tout de suite, je serais pendu. Parce qu'on ne te laisse pas la liberté de t'exprimer. Je dis que ce n'est pas plus mal que ça de pouvoir s'exprimer, sauf que ça peut être aussi un système trompe-l'œil où l'on va vous dire, tenez, vous avez la démocratie, parée de toutes les vertus, et que d'autre part, dans la vie politique quotidienne, on se rend compte que dans la prise de décision, dans les gouvernementalités, dans les actions au quotidien, il n'y a pas cette démocratie-là dont on parle.
et que finalement, c'est une sorte de mascarade populaire qui est la politique, de perversité politique qu'on utilise et qui finalement sert une minorité, une oligarchie, avec ce qu'on pourrait appeler une certaine forme de partitocratie. Partitocratie? Si on était véritablement démocratique, pourquoi on empêcherait des candidatures indépendantes de se présenter aux élections locales? Puisqu'on dit que ce sont les élections du terroir. Pourquoi empêcher que des élections... Le Sénégal peut être attaqué au niveau des institutions internationales ou africaines. Il y a eu des précédents avec la Tanzanie. On peut attaquer le Sénégal sur le fait de ne pas avoir accepté les candidatures indépendantes. Tout cela parce qu'il y a des appareils de partis qui sont là, parfaitement bien organisés, qui ont l'argent et qui empêchent aux citoyens de se présenter à ces élections locales. Mais ne soyons pas dupes. Et c'est là où je ne suis pas totalement fataliste, je suis même antifataliste. Je pense que les citoyens ont ce qu'on pourrait appeler le génie colérique du peuple. Il y a un génie colérique du peuple qui est capable de montrer sa capacité à ne pas rentrer dans le jeu des partis, à ne pas rentrer dans le jeu des gens qui sont au pouvoir. Et qu'est-ce que ce peuple-là a fait? Regardez, il y a 2500 listes. Sur les listes, vous voyez qui? Beaucoup d'indépendants qui ont retrouvé certes des hommes politiques parce qu'il fallait valider par un récépissé d'un parti, mais c'est beaucoup de candidatures indépendantes. Et moi, je pense que c'est la dynamique, parce que les Sénégalais, je pense, et dans beaucoup de pays, les gens sont fatigués d'entendre le discours qu'ils entendent des hommes politiques depuis 60 ans, qui nous promettent des lendemains meilleurs, qui oublient qu'il y a une éthique de la promesse. Quand on promet quelque chose, il faut tenir. N'allons pas chercher plus loin. Le chef de l'État a promis 100 000 emplois par an. Il n'a par an, je veux dire 100 000 par an, 500 000 en 5 ans. On n'a même pas 15 000 emplois réels. Et même c'est des emplois. On verra la deuxième année et la troisième année. On sait que c'est impossible, totalement impossible, et que ce n'est pas l'État qui crée. L'État crée les conditions. Et même les hommes. Il y a tous ces problèmes-là. Il y a tous ces problèmes-là, il y a tous ces vices, il y a toute cette perversité de ces hommes politiques-là qui occupent l'espace. La nature ayant horreur du vide, les citoyens dans la grande majorité ne s'engageant pas en politique. Certains intellectuels préférant considérer que les Sénégalais sont indignes peut-être de leur savoir ou de leur truc, pourraient prendre la parole pour dénoncer, pour que demain soit meilleur. Mais ils ne le font pas. Moi, je fais partie de ces gens-là qui ont choisi de se radicaliser et de dénoncer ces actes-là posés depuis des dizaines d'années par nos dirigeants et qui nous... Mais c'est extraordinaire de voir que l'Afrique a tout pour réussir. Mais on connaît là encore à quémander des pays, ce plan. On est obligé d'aller quémander de l'argent à gauche, à droite. Oui. On est incapable d'exploiter nos cultures, d'exploiter nos sols. On est incapable d'utiliser l'eau que Dieu nous donne et qu'on pourrait irriguer. Vous allez au Maroc, vous allez partout dans le monde, les gens se débrouillent. Et la faute, je mets ça, la faute incombe au acquis à nos dirigeants, qui depuis des dizaines d'années nous dirigent et n'arrivent pas à satisfaire la demande des populations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut abdiquer, il faut baisser la tête et encaisser. Je fais partie de ceux qui ont décidé. C'est pour ça que je dis que je suis politique, éminemment politique. Je n'appartiens à aucun parti. Je ne suis pas partisan, mais je me définis comme quelqu'un d'éminemment politique. Je prends la parole pour dénoncer, je prends ma plume pour écrire. Si je peux attaquer les hommes politiques pour invalider les théories, je les invalide parce que de plus en plus la politique, c'est une affaire de science. Il y a des sciences dans l'État parce qu'il y a une science de l'État. Il y a une science de l'État qui fait qu'il faut... Et malheureusement, on en est encore là. On a affaire à rechercher un enseignant à l'université, à un politique qui sort carrément de sa peau de chercheur. Le militantisme scientifique. On est dans ce qu'on appelle le militantisme scientifique. On fait de la science, on peut militer. J'aime pas les intellectuels qui disent que non, je suis dans la neutralité axiologique. Pendant que ton peuple a faim, tu es dans la neutralité axiologique. Tout le monde s'en fout de la neutralité axiologique. Ce qu'on veut, c'est que les gens arrivent à manger, à se débrouiller, à être dans la sécurité, à ce qu'on s'attaque au mal dans la société, et on ne doit pas abdiquer. Et ça, c'est voilà, le message. On ne peut pas être neutre dans la mesure où on a toujours une position, qu'on soit journaliste, chercheur, écrivain, on a toujours une position à défendre, quelle qu'elle puisse être. Et, on a parlé de la démocratie et quand on voit le Sénégal, on a l'impression en dehors du Sénégal que le Sénégal est un pays de culture démocratique, que nous avons su faire l'alternance en 2000, que nous avons réussi de manière extraordinaire l'alternance en 2012. Mais avec ce qui s'est passé, et en parlant de violence électorale, quand je vous lis et que je vois ce qui se passe, j'ai l'impression que le message que vous êtes en train de faire passer à travers votre ouvrage
et d'emblée à un coup d'épée dans l'eau. Parce qu'on voit déjà ce qui se passe. Malgré tous les morts qu'on a eus en 2012, malgré tous les gens qui se sont sacrifiés pour que le Sénégal puisse retrouver une certaine liberté et qu'on ait le choix de dire voilà la personne que nous voulons mettre à la tête du Sénégal, nous avons vu ce qui se passe. La violence est encore là, elle est verbale, elle est active. Et on va continuer comme ça. On le disait sur un plateau il y a 2 mois. Et on a vu venir. Nous avons reçu Mohamed Samb. Et on en a parlé. Et ça n'a pas loupé. Parce que ça commence déjà par le fait qu'entre politiques, que les gens ne se respectent pas, que les gens ne se disent pas des mots courtois. Et de manière intellectuelle, il y a l'absence du débat. Le débat est absent dans la politique au Sénégal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce qu'on veut en aller? Où est-ce qu'on veut arriver? Qu'est-ce qu'on veut réellement faire du Sénégal? Et quand on en parle, je reviens à votre... Je ne sais pas comment l'appeler parce que j'ai eu un problème, je reviendrai après sur les critiques. À la page 69, vous nous parlez du peuple. Et vous nous dites le peuple prévisible qui sanctionne quand il le faut, le peuple mature qui sélectionne comme il le veut, le peuple expéditif, peuple tyrannique. Platon dans La République avait pourtant averti lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant les élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien ni de personne, alors c'est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. Dites-nous. Commentaire. Il y a ce que j'appelle les lâchetés du peuple. J'en parlais encore avec un collègue hier. Il y a eu toute une tradition d'auteurs qui ont passé la psychologie des foules, en disant que les foules sont victimes mais aussi bourreaux. Qu'est-ce qui se passe pendant ces moments électoraux dans nos pays? Il y a des gens qui profitent de ces occasions électorales pour agresser, pour voler, pour trouver, certains même vont vendre leurs muscles. Il y a un chapitre que j'ai intitulé La promotion politique des nervis. Il y a beaucoup de lutteurs qui vont trouver un emploi pendant les élections. Tout simplement parce que les différents camps, moi je les observe pendant la campagne électorale. Je vois des L200, les 4x4 là, mais bourrés de lutteurs, des gens extrêmement, je ne sais pas si c'est des lutteurs, parce que le CNG dit souvent c'est pas des battes de baseball, dans les voitures, des armes, je me dis que... Ils vous diront qu'ils participent aussi à la vie de la cité. Mais non. mais ce n'est pas une manière. Ce n'est pas la bonne manière. Ce n'est pas la bonne manière de parler. Mais à qui la faute? Moi, je me sous sur le dos des hommes politiques. Je dis quand on a des arguments, et c'est là où un peuple qui est parfaitement démocratique doit organiser le débat. On organise des débats. Au Sénégal, si vous regardez bien, même les débats politiques, quelquefois, il n'y a pas d'échange de vision, il n'y a pas d'échange de programme. Aujourd'hui, on parle des locales. Moi, j'aurais aimé souhaiter que les différents prétendants au pouvoir communal, municipal, qu'on les mette ensemble. Qu'est-ce que vous voulez faire dans nos quartiers, concrètement? Il n'y a pas de slogan, de la philosophie, de belles phrases, communication politique, non. Concrètement, on vous donne la mairie. Qu'est-ce que vous allez réaliser dans les mairies? Des centres culturels, des espaces de jeu, avec quel argent? Et on invite des spécialistes, des économistes, des financiers qui vont invalider ou fortifier ou les renforcer dans leurs propositions. On ne les fait pas. Et finalement, moi je suis très optimiste. Je pense que tout cela, un peuple, on va traverser cela, sauf qu'on aurait pu faire des sauts dans le temps historique, historique. Parce que tout simplement, regardez nos pays, on est dans le temps mondial de l'électronique. Tout le monde a son dernier téléphone, je ne vais pas donner de trucs, a son dernier appareil électronique hyper sophistiqué. Tout le monde, les voitures qui sortent aujourd'hui en Allemagne, aux États-Unis, tous nos élus les achètent. Mais dès que tu leur parles de démocratie, de débat, de discuter sérieusement, de présenter les choses sérieusement, de débat, d'avoir des solutions pour nos pays, là on se rend compte qu'il y a un véritable problème. Et que les gens n'aiment pas discuter. Et même quand on discute, tout de suite c'est dans la violence verbale. Ce n'est jamais dans une proposition ou dans un discours constructif. Et ça, je pense que chacun a ses responsabilités. C'est pour ça que je dis qu'on peut faire des sauts dans le temps de l'histoire. On n'a pas besoin de... J'entends certains dire l'Europe a mis des siècles avant d'atteindre la démocratie et de se perfectionner. Je dis, l'Europe n'est peut-être pas mon modèle. Aujourd'hui, ils sont en train de remettre en cause la modernité. Aujourd'hui, le must... C'est pour ça, chez nous aussi, on a un problème. Il y a toute une pédagogie du pouvoir et du politique qu'il faut initier. J'entends certains dire,
même quand on te critique ou quand on veut t'insulter, on te dit pauvre paysan. En oubliant qu'effectivement, quelquefois, le paysan est quelqu'un qui vit bien, qui a ses cultures, qui a ses amis, qui a son bétail et qui nous nourrit. Mais il y a cet imaginaire du développement qui nous pousse à penser qu'un paysan est forcément pauvre et qu'on accorde les deux termes. Alors qu'il y a tellement de choses. Et c'est cela, je pense, c'est ce qui pousse peut-être certains jeunes à avoir comme une attitude dégradante d'aller cultiver la terre parce qu'on a toujours accolé l'image du paysan pauvre, tout cela, et que nos États auraient pu penser notre société en se disant, écoutez, on ne va pas critiquer le monde. On est dans un monde marqué par la globalisation. Ce que disait Cheikh Anta Diop, il faut puiser dans l'héritage commun de l'humanité. Quand je vois une belle chose, je n'essaie pas de me poser la question de savoir est-ce que c'est quelque chose qui appartient, qui a été confectionné par un Russe, un Malien, un Burkinabé, un Béninois ou un Chinois. Je me dis qu'il y a l'œuvre de l'humanité. Et l'œuvre de l'humanité, l'Africain en fait partie. Tous les objets électroniques hyper modernes que vous voyez, je me dis qu'à un moment ou l'autre, un Africain a pu. Et même, si même un Africain n'a pas pu, il y a pas mal de techniques sur le plan de la santé, des techniques qu'on utilise dans les hôpitaux, des appareils qu'on utilise. Je ne sais pas de savoir quand je vais me soigner, est-ce que c'est un appareil chinois, béninois, malien, russe ou américain. L'essentiel, c'est que ça me sert, comme les téléphones portables, comme les machines qu'on utilise. L'œuvre de l'humanité, c'est ça. C'est la globalisation aussi, avec ses effets. Il y a ses parts, voilà, il y a ses effets pervers, il y a ses vices, il y a ses contraintes, mais il y a pas mal d'opportunités. Il faut les saisir. Nous ne pouvons pas rester comme ça, les derniers de la classe, éternellement. L'Afrique doit sortir de ce retard. Nous avons les capacités de le faire. Notre principal problème est un problème éminemment politique. Comme le disait le sociologue Bourdieu, rien de compliqué, tout est politique. Tout est politique et beaucoup d'intellectuels le savent, beaucoup de savants, beaucoup de gens qui travaillent sur ces questions le savent. Mais malheureusement, comme le dit un proverbe togolais ou béninois, togolais, quand l'argent parle, la vérité se tait. Et c'est ça notre problème. J'espère que la vérité, la sincérité seront des sources d'inspiration pour nos élus. L'intégrité, nous devons avoir des élus qui sont totalement intègres. Mais souvent, comme je l'ai dit auparavant, nous avons des gens qui ne sont ni irréprochables ni exceptionnels. Quand vous mettez à la tête de l'État, un président qui, à peine arrivé, les gens commencent à douter de son intégrité. Les gens commencent à parler d'argent, d'enrichissement illicite. Il est mêlé, il n'est pas mêlé. Est-ce que c'est clair? C'est pas clair, c'est louche. Est-ce qu'il n'est pas... C'est problématique. Comme si on était incapable dans ce pays de trouver des gens exceptionnels moralement, irréprochables politiquement. Et il y en a, j'en fais pas partie. Parce que sinon, est-ce que c'est pas... J'en fais pas partie. Je m'élimine. Et donc, il y en a, je sais, je pourrais donner des noms, des gens que vous connaissez, que vous voyez, des gens qui sont bien. Et il faut que le peuple se réveille, que les citoyens se révèlent et qu'on confie nos destins à des gens qui sont bien. Des gens qui sont bien, qui sont exemplaires, intègres, exceptionnels, irréprochables, qui paient leurs impôts, qui ne sont mêlés à rien du tout, qui n'ont pas des histoires douteuses, est-ce qu'il a fait? Et ça, c'est fondamental. Je vous remercie, docteur. Je vous remercie. Bonsoir, docteur Sylla. Je vais commencer par vous féliciter pour votre ouvrage que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Et aussi bien dans le fond, le contenu est riche que dans la forme. Je ne parle pas de l'édition peut-être qui laisse un peu à désirer, mais la forme, le style de l'écrit que j'ai beaucoup apprécié. Je dois dire que j'avais déjà eu le plaisir de lire quelques-unes des chroniques dans le magazine Réussir, que je lis souvent. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai revu ce dont vous parliez dans votre ouvrage, quand vous parlez de l'hypertrophie du politique. Parce que peut-être que des magazines économiques comme Réussir, ça m'a un peu étonné de voir la politique venir s'immiscer dans... Je me disais, voilà au moins peut-être une niche où on ne va pas retrouver les politiques. Et comme par hasard, la politique est revenue. Donc, comme vous le dites, l'hypertrophie du politique. Comment se fait-il qu'au Sénégal, on ne parle pas, quand on parle d'économie, il y a la politique, quand c'est le sport, mais on peut essayer, je ne sais pas, d'avoir des magazines économiques, d'avoir des émissions économiques, parler d'économie et ne pas parler de politique. Surtout si on sait que notre principal problème, c'est un problème économique. On est un pays extrêmement pauvre, il faut qu'on cherche des solutions et je pense que ces solutions, on peut les trouver dans le domaine économique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que le politique revienne dans la sphère économique?
Je pense, merci pour les commentaires. Je pense que puisque nous sommes dans une société, j'aime pas dire que nous sommes parce que je considère que nous ne sommes pas pauvres. Nous avons énormément de richesses. Sauf que beaucoup de gens ont pensé qu'on peut faire des affaires en politique. C'est la raison pour laquelle on trouve des hommes d'affaires qui rentrent finalement en politique et des hommes politiques qui vont faire des affaires. Même s'il y a un principe qui a été édicté par un homme politique, parce qu'il le rappelait en disant quand on est aux affaires, on ne fait pas d'affaires quand on est aux affaires. Finalement, la politique, c'est un gagne-pain. Il y a beaucoup de gens qui vont trouver des moyens de récolter des dividendes en s'intéressant à la politique. Le journaliste, quelqu'un peut avoir un groupe de presse, tu développes des thématiques qui touchent l'économie, macroéconomie, microéconomie, des trucs extrêmement compliqués. Mais les gens, vous pensez qu'ils vont s'intéresser à ces médias-là, à cette presse-là? Ce n'est pas une raison pour déserter les questions économiques. Il y a des magazines, je pense que ça en fait partie, il y a des magazines qui parlent de ces questions économiques qui méritent d'être abordées. Mais comme je dis, on consacre effectivement énormément de temps à la politique. Et encore, si on consacrait énormément de temps à la politique constructive mais on consacre à la politique politicienne. Où on va pas il y a une transhumance, les petites phrases, la petite querelle, et c'est ça qui, encore une fois, fausse le débat. Quand on a des arguments solides, on aurait aimé avoir des débats où les hommes politiques de camp, et d'autant plus qu'il n'y a plus de camp, il n'y a plus d'idéologie pratiquement, tout est imbriqué dans des coalitions totalement opaques où l'on partage le pouvoir et personne ne comprend rien. On ne vit pas d'idéologie, mais on n'est pas à la fin des idéologies. Quelqu'un qui dit « je suis socialiste », le socialisme renvoie à quelque chose de très précis, à des valeurs, à des manières d'être, à un code moral, à des codes de conduite, à des manières de faire, sans revendiquer une idéologie marxiste et tout ça. Mais le socialisme renvoie à des vertus, à des valeurs, à quelque chose. Un système libéral, quelqu'un qui se revendique libéral, ça renvoie aussi à quelque chose de bien précis. Et moi, j'aimerais bien qu'au Sénégal, que les gens, au-delà même de ces couleurs politiques, ou même de ces familles politiques, au-delà de ces clivages politiques, qu'on assiste à un clivage de programme, de vision, de perception de la société, de conception du pouvoir, du politique, de l'autorité, et qu'on essaie de projeter. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des sciences dans l'État parce qu'il y a une science de l'État. L'État ne peut pas être dirigé comme on dirigeait nos États au lendemain des indépendances. Il faut être très sérieux aujourd'hui avec l'État. Il y a les rouages de l'État, il y a la science administrative. Tout ça, ça relève des sciences. Il y a l'économétrie, tout cela. Si vous ne comprenez pas les rouages, ce qui se passe dans le monde, comment sur le plan de l'écologie, le commerce, tout cela mérite un savoir pointu que les hommes politiques. Aujourd'hui, on assiste à quoi? On n'assiste pas du tout à ça. Les savoirs académiques doivent être conjugués avec les pratiques bureaucratiques pour trouver des moyens de faire progresser nos sociétés vers un mieux-être. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on va confier d'énormes responsabilités à quelqu'un qui a bac-10, mais qui arrive à se faire passer, à avoir un ticket d'entrée. Qu'est-ce que devient le ticket d'entrée? Le diplôme. On a remplacé d'ailleurs les diplômes par la carte du parti. Je pourrais donner un exemple. Quand vous avez tous les recteurs d'université qui appartiennent au parti au pouvoir, est-ce que ce n'est pas problématique? Mais le problème aujourd'hui, excusez-moi, juste pour terminer, qu'est-ce qui se passe au moment où l'on parle? L'université sénégalaise est en grève. Ça fait nous des semaines, pas plus tard que ce matin, nos étudiants ont décrété 96 heures. Après avoir décrété je ne sais combien de fois 72 heures. Personne n'en parle, tout le monde est là, on est en grève. Et ça, c'est problématique. Parce qu'il y a pas mal de problèmes qu'on n'a pas gérés à l'université. Et tout cela, on est en train de penser l'Afrique demain, comment on va pouvoir compter dans le monde si on ne forme pas bien nos étudiants, si on ne les prépare pas dans cette concurrence mondiale qui va arriver et qui est déjà là. Et c'est ça qui est problématique. Moi, je me pose la question de savoir, ceux qui nous dirigent, est-ce qu'ils ont conscience de cette situation lamentable? Les mêmes priorités aussi. Parce que quand le président de la République dit que tous ceux qui vont perdre au local vont perdre leur poste, ça veut dire que peut-être qu'on n'a pas les mêmes priorités que ceux qui nous dirigent. Mais quelle analyse vous faites de la situation par rapport au local? Parce que vous le disiez tout de suite, il y a 2500 listes, je crois, donc, et ça va coûter des milliards aux contribuables pour les élections. Est-ce que vous pensez que c'est bien pour la démocratie ou bien on devrait essayer de trouver une solution, je ne sais pas comment on va faire, pour un peu limiter le nombre de personnes qui vont se présenter aux élections?
ça peut étonner, mais quelque part aussi, c'est un signe peut-être de vitalité politique. Ça veut dire que les Sénégalais, contrairement à ce que l'on pense, s'intéressent à la vie politique. On n'a jamais vu, et cela est même révélateur de quelque chose, d'un malaise. J'ai le sentiment que beaucoup de gens qui ont déposé leur liste ne se retrouvent plus dans les partis politiques. Il y a pas mal de listes indépendantes. À côté de ça, même les gens qui sont dans la majorité, ou ce qu'ils appellent la majorité ou cette coalition, eux-mêmes, ils ne s'entendent pas entre eux. Et quelquefois, je trouve des situations extrêmement alambiquées, compliquées, où vous avez un ministre de la République qui cumule ses mandats, qui veut être encore maire. Principe non démocratique. Pourquoi cumuler? Pourquoi ne pas proposer le mandat exclusif? On est ministre, on ne peut pas être ministre et être maire de sa ville. Vous avez d'autres qui sont maires, directeurs de société. Et le gars, on sait qu'il utilise de la mairie pour avoir une base. Derrière lui, qu'est-ce qu'il y a? Un appareil de parti. Derrière, il va être en tant que directeur de société nationale, utilisé, au lieu de se consacrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cette société-là pour voir comment développer les choses, il est en campagne électorale. Et vous avez dans cette même majorité-là, qu'on appelle majorité, multicolore, disparate, incohérente, impertinente. Franchement, à partir de cet instant-là, on se pose des questions. Ils auraient dû se regrouper, puisqu'ils ont... mais on se rend compte. Mais vous pensez quoi de cette coalition, franchement? Moi, vous savez, les coalitions, je pense que ça fait partie des points que je classe dans la perversité politique. C'est-à-dire, ce sont des signes. Vous avez des gens qui vont se dire que j'ai une vision. Je suis candidat à la présidence de la République. Votre vision, il dit à l'autre, son concurrent, votre vision n'est pas la bonne. Je suis quelqu'un de plus... Et il se retrouve au second tour. Parce que, alliance de circonstances. Finalement... Mais ça peut se comprendre. Mais si 2 ans après, on les retrouve toujours ensemble alors qu'ils n'ont pas les mêmes idées, chaque fois qu'il y a des élections, ils essaient d'aller ensemble. Des temps, ça marche. Des fois aussi, on voit ce qui se passe avec le PS. Je te tiens, tu me tiens. Ils se tiennent et ils négocient sur le dos des peuples. À partir de cet instant-là, on assiste à quoi? Au partage du pouvoir, ce qu'on appelle le gâteau gouvernemental. Comment peut-on faire? Il n'y a qu'au Sénégal, je pense que ça existe. On gagne des élections après une coalition, les gens auraient dû dire, mais vous avez gagné. Gérer. Moi, je me rappelle en France, excusez-moi de donner l'exemple, en France, pour barrer la route au Front National, les partis se sont ligués pour donner à Jacques Chirac 82%. C'était la honte de sa vie, parce qu'il s'est dit, j'ai le score d'un chef d'État africain. Il ne s'est pas targué le lendemain à dire que j'ai 82%, parce que c'est la honte. C'est une coalition de circonstances. Ce ne sont pas les hommes politiques qui décident des grandes circonstances. Ce sont les circonstances exceptionnelles qui décident des grands hommes. Notre président, c'est parce qu'il y a eu des circonstances exceptionnelles qui ont fait que les gens se sont retrouvés. Ils auraient dû le laisser vivre sa vie, assumer sa vision. Il y avait 12 ou 13 visions, puisqu'il y avait 14 candidats. Chacun est venu dire, et je me rappelle qu'il n'y avait pas de vision, il n'y avait pas de programme, puisque nous, à l'Université Gaston Berger, on organisait Agora pour demander aux candidats, venez nous présenter vos programmes. Il n'y a que le candidat Ibrahim Fall qui est venu avec ses 11 points et qui a convaincu. Moustapha Niasse est aussi venu. À part les deux, on n'a vu personne et que les gens attendaient. On s'est rendu compte qu'un slogan n'est pas une vision. Un slogan n'est pas une addition de slogan, n'est pas un programme. On s'est rendu compte que les gens... Et bon, voilà. On assiste à quoi? Côté puis prégal émergent, on nous sort des trucs de ne sais où, pas réfléchi, pas poussé à l'extrême, et on peut... Et c'est ça qui est le drame dans nos pays. Parce qu'on n'a pas cette réflexion nécessaire en amont. À partir de cet instant, et puis il y a la gestion quotidienne du pouvoir. Toute cette arbitraire gouvernementale dans le choix des hommes, dans le choix des priorités. Aujourd'hui, est-ce que la priorité est d'acheter des 4x4 aux députés, alors que vous avez des villages éloignés de la capitale où des femmes meurent encore parce qu'elles ont d'énormes difficultés pour aller accoucher? Avec 150 4x4, on a 150 ambulances au moins, ou 200 ambulances qui auraient pu servir à ces villageois. Le président a récupéré les 4x4 que le président précédent avait donné au... Mais ça, c'est un problème il faut que les gens le dénoncent. Non, franchement, c'est à la rigueur et revanche. Parce que, non, quand vous regardez comment on est dirigé, quand vous quittez la capitale, vous voyez, mais vous n'avez même pas besoin de quitter la capitale pour voir la misère. Et il ne faut même pas aller dans la banlieue, parce que moi je suis contre l'imaginaire de la banlieue misérable, tout ça, les agresseurs, c'est faux. C'est une fausse image de la banlieue.
On n'a pas besoin d'être dans les beaux, ex-beaux quartiers de nos villes pour se rendre compte de la misère qu'il y a dans ce pays. Les Sénégalais sont fatigués depuis quelques années, ils le disent. Quand ils disent que Macky, ça ne veut pas dire que Macky est la tête de l'État. Ça veut dire Macky égale Metti. Ça veut dire c'est dur, les temps sont durs. Regardez les fêtes, chaque fois, Tabaski, tout ça, les fêtes traditionnelles. À la fin du mois, quand je circule même dans ces capitales-là, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette ville. C'est triste. Qu'est-ce qui se passe? On a le sentiment que le peuple, les citoyens n'ont plus confiance. Et quelque part, ils sont inhibés dans une forme de désolation comme ça, existentielle. Et il faut nécessairement, je pense, une thérapie pour réveiller le peuple, pour que le peuple reprenne confiance, d'où l'importance de la confiance. Et l'attitude du chef de l'État, l'attitude de l'équipe gouvernementale. Il y a une manière de se poser face aux citoyens pour leur dire « ayez confiance en moi ». Obama n'a pas fait grand-chose du tout. Mais les Américains lui ont fait confiance. Peut-être qu'ils ont mal fait parce que question de... Même nous, c'était l'Obamania, tout le monde aime Obama et il prend des décisions totalement impopulaires à y voir de près. Il a mis beaucoup plus de militaires en Afghanistan, tout cela. Il a été d'une violence que George Bush n'a pas. Et pourtant, tout le monde aime Obama parce qu'il a le sourire, il a une manière de donner confiance au peuple. Le peuple aussi a besoin... Docteur Sylla, c'est très difficile d'apposer des critiques face à un personnage qui, objectivement, aussi bien dans son exposé ce soir que dans son ouvrage, dresse une liste de constats, de 1 avec éloquence, de 2 de manière incisive, frontale, mais pragmatique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'inventé lorsqu'on lit avec attention l'ouvrage qui nous a été présenté. Il y a une analyse précise des faits et qui s'appuie non pas sur une quelconque partisanerie, c'est ça qui est appréciable, parce que généralement, tous les analystes politiques, même quand ils nous parlent de neutralité politique en tant que telle, sont en réalité des gens encartés dans un parti ou un autre, alors qu'on ne sent pas, peut-être qu'il nous l'apprendra dans quelques semaines après, qu'il est encarté dans tel ou tel parti, mais on ne sent pas, ou alors peut-être qu'il va créer son propre parti aussi, mais on ne sent objectivement pas, pour l'instant, un attachement à un parti ou à un autre, mais simplement un attachement au Sénégal et à l'Afrique par extension, de manière plus globale, et ça c'est extrêmement appréciable. Les deux chapitres, bon le style, hein, mes frères et sœurs en ont déjà parlé précisément, c'est objectivement rondement mené, et c'est vrai que vous êtes dans une démarche un petit peu iconoclaste par rapport à, j'aime pas le terme intellectuel parce qu'aujourd'hui il ne veut plus rien dire, mais par rapport aux analystes politiques, puisque vous rendez, vous êtes dans une démarche d'universaliser, de rendre le discours intelligible pour aller le plus loin possible, pour que toutes les catégories de la population, en tout cas parmi les personnes qui savent lire, toutes les catégories de la population puissent avoir accès à ces informations et puissent décrypter la manière dont la vie politique sénégalaise s'est déroulée lors de cette période électorale. Les 2 chapitres que j'ai le plus appréciés, là on va dans le fond du sujet, clairement la promotion d'Enervi qui aujourd'hui illustre, il faut le dire, la montée en puissance d'une sorte de nihilisme dans la classe politique où tous les moyens sont bons pour acquérir le pouvoir et s'il le faut faire usage de la violence contre son propre concitoyen, contre le propre même potentiel, d'une part concurrent d'un côté, mais même parfois électeur de l'autre. On a perdu de vue le sens du pouvoir au peuple. En réalité, ce n'est pas servir le peuple, mais se servir du pouvoir pour des intérêts personnels, et vous le décrivez extrêmement bien. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose, une petite chose qui m'a heurté, parce que si je ne vous fais que des compliments, on va m'accuser de partisanerie vis-à-vis de vous, qui m'a interpellé. Vous considérez en effet comme politique, nous sommes d'accord. Politique, politéia, participation de la vie de la cité de manière étymologique. Dans la politique, le rôle d'un politique, vous en conviendrez avec moi, c'est de dénoncer, d'avoir cette lucidité, ce discernement pour analyser on va dire, les mauvais côtés d'une situation politique que nous constatons. Et vous faites partie des rares qui sont capables de le faire. Mais, à côté de la dénonciation, il doit y avoir généralement, quand on se considère comme politique, une démarche de proposition. Et si je dois poser une première critique à votre ouvrage, c'est que j'ai succombé clairement à l'avalanche de dénonciations présentées dans cet ouvrage, mais je suis resté assoiffé en ce qui concerne la recherche de solutions par rapport à ce même ouvrage. Quel est votre regard dessus sur cette première remarque? Si je voulais me dérober à votre question, j'allais répondre. Ce sera l'objet du prochain ouvrage. Et je dirais que vous êtes fort. Mais comme vous êtes courageux, vous n'allez pas vous dérober. Mon indignation s'accompagne d'un engagement.
qui n'est pas partisan. J'appartiens à aucun parti politique. J'ai un problème, un véritable problème avec les structures, les chefs, tout ça. Je ne sais pas, peut-être qu'un jour je vais changer et je vais accepter d'avoir des chefs qui sont là et venir être avec une certaine assiduité à respecter. Il y a encore ce côté rebelle à vouloir. Peut-être que ça a changé. Mais mon engagement pour le moment, je ne sais pas si c'est faire de la publicité électorale, j'ai un engagement politique non partisan, un engagement citoyen à travers là où j'habite. Mes amis m'ont dit, comme quand ils sont venus me voir, Amitié 1. J'habite à Amitié, je suis né à Amitié 1, j'ai grandi là-bas. J'ai fait mes études primaires au Point. Mes études secondaires, lycée de la Fosse. Je finis à l'université. J'ai des cours aussi à l'université de Dakar. Donc j'appartiens à la commune, Fann, Amitié, Point, tout ça. Et puis ces gens qui sont là, je les connais. Et mes amis m'ont dit, Ibrahim, c'est bien. On te voit à la télé, tu parles bien, etc. C'est bien d'enseigner tout ça. Mais qu'est-ce que tu as fait pour ton quartier? C'est bien de dénoncer les hommes politiques. Qu'est-ce que tu as fait? Eux, au moins, je dis, vous avez raison. Mon indignation doit s'accompagner d'un engagement. Je m'engage à une condition de ne pas faire partie de liste, parce que je n'ai aucune ambition pour occuper un poste de maire ou de conseiller. Peut-être un jour, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, je lui dis, les listes sont confectionnées. Je veux être en dehors de tout ça, mais j'assisterai aux différentes réunions. Je vais utiliser le peu de savoir ou le savoir que Dieu m'a donné. Je vais essayer de vous aider, je vais essayer d'équiper. Et donc, on a mis en place un mouvement pour les locales qui s'appelle Yessal Jotna. Yessal Jotna, la maintenance. Il faut nécessairement... et donc, ils sont là, ces gens qui sont là. Il y a des politiques qui ont rejoint le mouvement. Moi, je leur donne des conseils de communication politique. Vous êtes observateur. Je suis observateur et j'ai dit que même demain, je serai observateur sans avoir de poste. Puisque je connais ces jeunes-là qui sont dans ce groupe-là. C'est mes amis d'enfance. On a grandi ensemble. Et on s'est dit, écoutez, il y a un challenge, un défi à relever. Notre engagement, pour ce que vous avez poussé, moi, je vais tout faire pour sensibiliser les gens, je vais être sur le terrain, je vais donner des prospectus, je vais donner des manifestes, je vais faire du terrain pour sensibiliser les populations, pour leur dire que nous avons grandi dans ce quartier. On a vu le quartier se dégrader. Il est de notre devoir d'arrêter de parler sur les plateaux de télévision, de nous indigner. Nous vous offrons notre possibilité de faire les choses. Maintenant, sauf que moi, je n'ai aucun mandat, aucune légitimité. Donc, tout ce que je peux faire, c'est aider des amis. C'est pour ça, si vous me voyez dans les jours à venir, aider des amis qui appartiennent à ma localité, Fann, Amitié, Point, sachez que je le fais à titre bénévole comme ça pour aider les amis. Je n'ai aucune ambition politique. C'est tout simplement une ambition politique au sens vraiment positif du terme. D'accord. Je vous remercie déjà pour cette réflexion. Même si en très grand stratège que vous êtes, vous n'avez toujours pas répondu à la question qui était quelles sont les propositions que vous faites par rapport à toutes les... Ah, les propositions, mais bon, parce que sinon on va me dire après, je connais un petit peu le schéma, que ça va être trop long. Vous avez de toute façon, on est là pour parler de votre ouvrage, et dans votre ouvrage, dans les dénonciations, dans la quasi-totalité de ces dénonciations-là, ce sont des éléments avérés, on ne peut que vous suivre sur cette réalité. Juste le dernier point sur lequel j'aimerais revenir, parce que si on parle des propositions, vous ne pourrez pas revenir sur chaque point du livre de toute façon, c'est sur le chapitre qui a trait justement à l'insertion, j'ai envie de dire, la venue spectaculaire du monde des banquiers dans le pouvoir politique aujourd'hui sénégalais. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément, là, encore une fois, expliqué dans votre ouvrage. Et or, je suis convaincu que vous avez déjà les réponses à cela. Et c'est pour ça que j'aimerais vous interroger sur ce point. On assiste aujourd'hui, en ce XXIe siècle, à une crise économique mondiale qui est pire, n'ayons pas peur des mots, hein, que celle que nous avons connue quasiment